Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de peinture de figurines. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la Première Guerre mondiale. Et quoi de mieux que de commencer tout d'abord par le poilu, le soldat français de 14-18 pendant la bataille de Verdun. Et pour ce faire, nous allons nous servir des kits de chez ICM et de chez Blast Models, tous deux au 1/35e. Allons enfants de la patrie, aux armes citoyens. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils ne passeront pas. Avant d'en venir à la partie historique et au tutoriel en lui-même, je vais d'abord faire un rappel sur les raisons pour lesquelles je fais ces tutoriels de peinture. C'est tout simplement parce que pour ces notices d'instruction qui sont pour la plupart très claires, il peut y avoir quelques petites failles. Je m'explique. Certaines couleurs peuvent être fausses, certains éléments peuvent être peints de la mauvaise couleur quand la notice est colorée, comme chez ICM, ou bien il y a quelques petits détails, certains éléments qui sont omis, ou donc de ce fait, on ne sait pas vraiment comment les peindre si on ne fait pas un minimum de recherche. Moi, ce que je fais, c'est que je montre ce que je viens de terminer. Bon, ceux-là, je les ai faits il y a 2 mois, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et en gros, je montre le maximum de détails, tout ce que j'ai rajouté ou tout ce que je n'ai pas mis volontairement pour que la figurine soit le plus réaliste possible. Et on le verra aussi ici avec les poilus de 14-18, on voit tous les éléments que j'ai rajoutés volontairement et qui ne sont pas donnés dans la notice. En gros, c'est une base ou un complément qui vous permet de rajouter des détails pour que votre figurine soit le plus réaliste possible, tout simplement. Ah, une dernière chose, je vais parler de la Première Guerre mondiale, du militaria, de la bataille de Verdun avec une certaine passion. C'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais bon, évidemment, je condamne tout ce qui s'est passé pendant ces 4 ans d'horreur, peu importe les belligérants. C'est une horreur ce qu'il y a eu et ça ne devrait plus jamais se reproduire. Donc je condamne tout ce qui s'est passé et je ne fais aucune idéalisation de quoi que ce soit. Je fais juste un devoir de mémoire. Voilà pour le rappel et pour ce petit avertissement que je pense était nécessaire. Et on va tout de suite se pencher sur un petit rappel historique sur la Première Guerre mondiale et sur la bataille de Verdun, sur comment on en est arrivé là. S'il y a bien une chose qu'on peut laisser à notre génération, c'est qu'elle a connu le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et oui, 14-18 c'était seulement il y a un siècle. Ça fait bizarre parce que l'humanité a connu des milliers de conflits, mais c'est seulement il y a un siècle qu'un conflit a autant marqué les esprits, le territoire, et qui a surtout conditionné tout ce qui s'est passé ensuite. Quand on y pense 2 minutes, ça fait bizarre. On est assez unanime sur les raisons de son déclenchement. Beaucoup de tensions dues à des revendications territoriales, notamment certains territoires des Balkans pour l'Empire d'Autriche, ou encore l'Alsace-Moselle pour la France, mais c'est surtout l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche à la fin du mois de juin 1914 qui déclenchera la guerre. Une guerre qui ne concernait à la base que l'Autriche et la Serbie. Mais l'engrenage des alliances a fait que la triple alliance composée de l'Empire allemand, de l'Empire d'Autriche et de l'Empire ottoman s'opposerait à la triple entente composée de l'Empire russe, de la France et du Royaume-Uni. En seulement quelques jours, l'Europe entière est en guerre. Une guerre qui durera 4 ans. Dès la fin de l'année 1914, ce qu'on appelait la guerre de mouvement est remplacée par la guerre de position, la guerre des tranchées. Le front occidental ou front de l'Ouest s'étendait de la mer du Nord jusqu'aux Vosges. En 1916, il y a 3 batailles qui marqueront un véritable tournant dans la guerre. À l'Est, c'est l'offensive de Brusilov, débutée au début du mois de juin. Et sur le front occidental, on a la bataille de la Somme lancée par les Britanniques au début du mois de juillet, ou plus proche de la frontière allemande, la bataille de Verdun, qui a débuté au mois de février. Le secteur de Verdun était jusqu'alors relativement calme, mais le 21 février 1916, l'artillerie allemande se déchaîne et envoie plus d'1 million d'obus sur les positions françaises. Le secteur était protégé par une ceinture de forts qui normalement devait protéger la ville de Verdun et donc la route de Paris. Mais 4 jours après le début de l'offensive, la pierre angulaire de cette ceinture de forts, l'immense fort de Douaumont, tombe aux mains des Allemands. Ces derniers mettront en place de nouvelles armes, des armes terrifiantes, comme le lance-flamme ou le Flammenwerfer en allemand, ou encore des attaques au gaz. Les Allemands repousseront les Français jusqu'au fort de Vaux, à 8 km au sud du fort de Douaumont.
Ce dernier sera en état de siège pendant près de 7 jours. S'il y a bien une chose qui est marquante pour la bataille du Fort de Vaux et son siège, c'est bien les conditions de combat pour l'armée française. En fait, ils étaient dépourvus d'eau. L'artillerie avait complètement détruit l'approvisionnement en eau, et de ce fait, ils étaient obligés de boire l'humidité qui provenait des canalisations ou des murs du fort, ou encore leur propre urine. Super l'hygiène, hein. La ligne de front s'établit sous le fort de Vaux au niveau de Fleury. L'objectif principal de l'armée allemande, c'est de saigner à blanc les Français. Un nouveau commandant, le général Philippe Pétain, va mettre en place un roulement qui va envoyer chaque unité de l'armée française à Verdun pour éviter un épuisement total des soldats. Ce qu'on appelait alors la voie sacrée est mise en place, des lignes de communication qui permettent un approvisionnement constant en munitions, que ce soit pour les soldats ou pour l'artillerie. Les Français résisteront et les Allemands ne mettront pas un pied dans Verdun. Ils mèneront de nombreuses contre-offensives. Le 24 octobre, le fort de Douaumont est repris, et le 2 novembre, c'est le fort de Vaux qui est repris. Le 18 décembre 1916, la bataille de Verdun se termine. Les Français sont victorieux. Mais à quel prix? Il y a 700 000 victimes, toutes nations confondues, incluant les blessés et les prisonniers de guerre. Au sortir de la guerre, on se rend compte de l'étendue des dégâts. C'est une hécatombe. Des forêts ont été rasées, le sol est lunaire avec des cratères partout, et des villages ont complètement disparu. Dans le secteur de Verdun, ces villages sont dits morts pour la France. Les voici. Fleury devant Douaumont, Douaumont, Cumières-le-Morhomme, Besanvaux, Beaumont-en-Verdinois, Aumont-près-Samonieux, Louvemont-Côte-de-Poivre, Orne, Vaux. Tel est le prix d'une bataille qui n'aura permis de gagner que quelques mètres. Et surtout, tel est le prix de la folie humaine. On va donc passer au tuto... Oui, je me suis changé, mais bon, ça caille, et puis voilà. On va donc passer au tutoriel de peinture, mais avant, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit sur le général Pétain. Il faut se remettre dans le contexte, surtout. Pendant la Première Guerre mondiale et pendant la bataille de Verdun, oui, il peut être considéré comme un héros, car c'est en partie grâce à lui qu'il y a eu la voie sacrée, et qu'il y a eu la défense de Verdun, etc. Et même encore aujourd'hui, sur les hauteurs de Verdun, il est toujours considéré comme un héros. Le héros de Verdun, comme on l'appelait. Mais en aucun cas je l'ai glorifié, parce que si on prend tout ce qu'il y a eu derrière la Seconde Guerre mondiale et la collaboration avec les nazis, ça reste un traître pour la France. J'ai juste relaté des faits historiques et militaires, mais en aucun cas j'ai glorifié Pétain, c'était juste des faits historiques que j'ai relatés. Après cette petite explication, on va donc maintenant passer au tutoriel de peinture des poilus de 14-18. Bien, nous allons passer au tutoriel de peinture. Les kits que je présente sont les kits de chez ICM, donc des soldats français de 1916, je précise bien. Il en existe deux, un avec le masque à gaz, un sans, mais c'est pratiquement les mêmes, il n'y a pratiquement rien qui change. Peut-être pour celui-là, ses bras sont différents. Quant à cette figurine-là, c'est une figurine en résine qui vient de chez Blast Models. J'en ai également une autre qui est ici. Et c'est la première fois que je faisais des kits en résine et franchement, je ne suis pas déçu. Pour les figurines de chez ICM, peu importe les kits, comptez une dizaine d'euros. Mais pour les figurines en résine, comptez 12 € une figurine. J'ai bien précisé 1916 car rappelons que l'uniforme français a évolué entre 1914 et 1916. En 1914, c'était cette tenue bleu foncé avec ce pantalon rouge qui a évolué à partir de 1915 en cet uniforme bleu horizon. Ici, je me concentre bien sur l'uniforme bleu horizon pour la bataille de Verdun. Ce qui est intéressant également, c'est que l'équipement, lui, donc le breulage, les sacs et les choses comme ça ne changent pas vraiment, que ce soit entre 1914, 1916 et même en 1940. C'est-à-dire que si vous avez des éléments en rab qui proviennent de ces kits de chez ICM, eh bien vous pouvez les utiliser pour vos figurines de 1940 et rajouter encore plus de réalisme aux figurines de Tamiya par exemple. On va donc passer au tutoriel de peinture et avant toute chose, ceci n'est absolument pas normal, j'ai pété la baïonnette du Lebel juste avant le tournage. Je suis content. Bon après c'est pas bien grave, il suffit de retrouver la pièce et de rajouter un petit peu de super glue à cet endroit là et c'est bon. Pour le visage de notre soldat, nous allons utiliser de la couleur chair, donc du Tamiya XF15 passe largement sur le visage et sur les mains. Pour le breulage, vous allez utiliser du XF64 de chez Tamiya, donc du brun couleur cuir. Vous allez mettre sur le masque à gaz, sur les bretelles, sur les cartouchières, sur la bretelle de la gourde, qu'on voit un petit peu mieux là derrière, ainsi que sur le reste du breulage, là, le Y. Vous allez également le mettre sur le porte-baïonnette et sur cette cartouchière là. Vous le mettrez également sur les brodequins. Pour les ronds qu'on voit ici sur le masque à gaz, c'est en argenté, je vous conseille d'utiliser la peinture X11, donc couleur chrome de chez Tamiya, pour donner un effet aluminium métallique.
et vous allez également utiliser sur la baïonnette du fusil. Imaginez-la bien sûr en entier. Vous l'utiliserez également sur la petite tasse qu'on met sur la gourde du soldat. Le porte-baïonnette est également à peindre en XF1 en noir. Attention à ne pas peindre cette partie-là en noir, puisque ça c'est un élément en cuir sur l'élément original. Pour la musette que l'on voit ici avec sa bretelle, ainsi que les sangles du masque à gaz, vous utilisez du XF60 de chez Tamiya. Donc c'est une couleur jaune foncé. Bon, c'est vachement clair, mais bon, c'est les codes de chez Tamiya. L'élément le plus simple à peindre, j'ai envie de dire, c'est quand même l'uniforme. Donc les bandes moltières, le pantalon, la capote et le casque. Ça, vous le faites en XF18 bleu intermédiaire de chez Tamiya. Vous en mettez absolument partout. Ainsi que sur la gourde qu'on a ici. Je tiens quand même à préciser que lorsque vous allez peindre, ne vous affolez pas. La couleur ne sera pas vraiment bleue, elle sera plus gris, un gris bleu en fait. Ne vous affolez pas, c'est normal, la peinture sera humide et quand elle sèche, elle s'éclaircit un petit peu. Le focus, tu viens ou pas? Voilà, merci. On va donc passer à l'arme de notre soldat, et ici c'est le Lebel modèle 1886-93. Pour les parties bois de votre Lebel, donc ici la crosse, le garde-main et le canon, je vous conseille d'utiliser du XF52 de chez Tamiya, donc c'est un brin assez clair. Je le fais volontairement assez clair car si on le compare à un Berthier de nos jours, on voit que le Lebel est quand même un petit peu plus clair. Pour les parties métalliques qu'on voit ici, la détente et le canon, je vous conseille d'utiliser du XF56 de chez Tamiya, donc c'est le gunmetal habituel. Enfin, il y a un petit élément que j'aimerais partager avec vous, c'est ça, c'est la bretelle du fusil que j'ai fabriquée à part, elle n'est pas incluse dans le kit. Je l'ai déjà peint en XF64 pour faire une belle délimitation avec le bois du fusil. Pour la fabriquer, j'ai utilisé des feuilles d'alu, c'est les feuilles qu'on trouve sur les bouteilles de vin par exemple. Après, pour savoir où faut coller votre bretelle, là je ne peux que vous conseiller de faire des recherches sur internet. Vous tapez le nom du fusil avec écrit sling, donc qui signifie bretelle en anglais. Pour la découper à la bande longueur, je vous conseille de la faire à 1 mm d'épaisseur, de poser votre fusil sur la feuille d'alu et de la découper jusqu'à la longueur voulue. Faites-la un peu plus que là où c'est censé être accroché, comme ça on a cet effet de gravité comme ça, pour montrer que la bretelle est tombée, qu'elle est en proie à la gravité. Ça donnera un joli effet de réalisme à votre figurine. Une fois que vous avez fait ça, vous la collez donc avec de la super glue et votre soldat est terminé. Et le rendu est plutôt bien, il est très réaliste et j'en suis très fier. Je reviens très vite sur le Berthier et le Chauchat. Donc le Berthier, c'est ce fusil-là qui était censé remplacer le Lebel pendant la Première Guerre mondiale, mais il n'y en avait pas encore assez. Là, comme vous voyez, j'ai utilisé du XF64 pour le fusil. Là encore, il faut comparer avec la photo que j'ai mis tout à l'heure avec le Lebel. On voit que le Berthier est plus foncé que le Lebel, et donc faire comme ça, c'est beaucoup plus réaliste. XF58 pour les parties métalliques également. On va vite aller sur le Chauchat. Là, c'est le premier fusil mitrailleur de l'armée française, et surtout le premier fusil mitrailleur à être utilisé en grand nombre. Bon, il avait une réputation merdique, mais bon, il faut remettre dans le contexte, c'est la première arme de ce genre, et on a essayé de faire des nouvelles innovations, mais bon, c'était un crash test, on peut le dire comme ça. Pour la couleur du fusil, ben, c'est XF56, gunmetal sur tout le fusil, et les parties en bois, donc les poignées et la crosse, c'est en XF64. Et pour la partie dorée où on voit les cartouches, ça c'est une peinture de chez Imbrol, doré, tout ce qui est de plus classique. Enfin, on peut voir que j'ai rajouté beaucoup d'accessoires, comme par exemple ça, les petites gamelles ici, ou encore là une hache et là une pince, une tenaille. La tenaille quoi? Pour l'équipe de 1914, on nous donne quelques petites instructions, mais pour cela, moi je les ai fait volontairement. Là, il suffit de faire des recherches sur internet, on tape As de carreau, modèle 1914 par exemple, et vous trouvez différents exemples de pactage. Ça rajoute du réalisme, moi je vous conseille d'utiliser quelques petits éléments à chaque fois, par exemple la hache pour un, la pince pour un autre, etc., etc. Ça, il n'y a pas de souci à trouver, c'est inclus de toute façon dans le kit des soldats français. Si vous avez ces éléments arabes, par exemple des As de carreau, ben vous pouvez également les utiliser pour les soldats de 1940. Donc si vous suivez correctement ces instructions, vous avez un joli soldat français pour la bataille de Verdun. Franchement, le rendu est juste génial. Pour un diorama sur la bataille de Verdun, ça rendrait super bien. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Pour ceux qui sont intéressés dans la lecture, j'aimerais vous conseiller un ouvrage. C'est le Fantassin français des éditions OREP, où vous avez une chronologie de l'évolution de l'uniforme du soldat français entre 1914 et 1918. Et vous avez plein de petites anecdotes, beaucoup d'explications sur l'équipement. Franchement, c'est très complet pour ceux qui sont intéressés dans l'uniforme. Vous avez dans cet ouvrage toutes les informations qui vous permettent de créer un bel uniforme. Et
Surtout éviter les erreurs, les anachronismes en fait, et mettre un équipement de 1916 en 1914 par exemple, pour éviter ces erreurs-là. Bon, par contre, il n'y a pas l'argent à l'intérieur pour vous confectionner un uniforme qui peut remonter, je crois, jusqu'à 2000 €. Dans cette collection, il y a également tout pour le soldat allemand, le soldat britannique, américain, néo-zélandais et australien, il me semble. C'est trouvable sur la Fnac pour 5 € et franchement, ça vaut vraiment le coup. Il y a cet ouvrage-là et pour un point de vue un petit peu plus historique, il y a ce livre-là, également trouvable à la Fnac, c'est Paroles de poilu. Et là-dedans, ça relate tous les ouvrages, toutes les lettres, les courriers des soldats français, peu importe les dates, c'est génial. Il y a même il me semble qu'il y a même quelques lettres de soldats allemands qui datent de Verdun, il me semble justement. Ça franchement, c'est émouvant et je peux que le conseiller si vous êtes passionné par la Première Guerre mondiale et surtout par les correspondances de la Première Guerre mondiale. C'était quand même impressionnant de voir Verdun en vrai, les hauteurs, le champ de bataille. C'était super impressionnant parce qu'on voit ce qu'on a dans Battlefield 1 ou dans le jeu vidéo Verdun, on voit ce qu'on a dans les films ou juste des photos. Et de le voir en vrai, c'est franchement incroyable. Attends, toi t'étais à Verdun? Oui, j'étais à Verdun. Ah ouais? Mais t'as vu quoi? Bah j'ai vu beaucoup de choses, Bah je sais pas, t'as vu l'ossuaire? Ouais. Le fort de Douaumont? Ouais. Le fort de Vaux? Yep pas. La tranchée des baïonnettes? Oh. Ah ouais? Toi t'étais à Verdun? Eh ben... Je vais quand même vous montrer ce que j'ai vu. Et franchement, même si vous n'êtes pas passionné d'histoire, c'est un lieu où on devrait aller juste pour le devoir de mémoire. Allez, on part à Verdun. Verdun survit dans le hurlement des obus. Un énorme rideau de fumée noire s'étend comme un voile sur l'enfer. Un barrage d'artillerie de cette ampleur ne peut signifier qu'une chose. Il va se dérouler ici une bataille comme le monde n'en a pas souvent vu. En arrivant à Verdun, je pensais pas que je serais autant impressionné par certains éléments. J'avais vu beaucoup d'images, mais c'est vraiment quand on est devant certains endroits qu'on se rend compte de la violence des combats et surtout ce qui s'est passé. Par exemple, quand on va à l'ossuaire, cet immense bâtiment là au milieu de la forêt, c'est impressionnant, ça tape à l'œil en fait, c'est fou. Et surtout, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un bruit autour. Le seul bruit qu'il y a véritablement, c'est la cloche qui est au sommet de l'ossuaire de Douaumont, le bourdon de la victoire qui sonne à 12 h et à 18 h. Quand c'est le calme plat et d'un coup qu'il y a cette cloche qui sonne, bah ça fait un coup parce qu'on sait que c'est une cloche qui sonne pour les morts en fait. C'est la cloche de Verdun. Ce qui nous fait un petit peu froid dans le dos, c'est quand même la visite d'un des villages détruits. Pour ma part, j'ai fait Fleury devant Douaumont, qui est juste à côté de l'ossuaire, et sur la route en fait quand on vient de Metz. Ça fait froid dans le dos, franchement, il n'y a plus rien en fait. On s'imagine à quoi ressemblait le village, qu'il y avait de la vie à cet endroit, et de nos jours, ben, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des cratères, et seulement quelques petites bornes qui indiquent l'emplacement de tel et tel endroit, l'école, l'hôtel de ville, ou encore le lavoir. Surtout, on voit la violence des combats et on se rend compte qu'en fait, c'est plus les civils qui ont souffert de cette horreur que les soldats. Ici, à Fleury, ou à Douaumont, ou à Orne, ou à Besanvaux, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus jamais rien. C'est en zone rouge. Et même les forêts qu'il y a autour, hein, il faut se dire que c'est des forêts artificielles. C'est des trucs qui ont été replantés après la guerre parce que c'est un territoire lunaire, il n'y avait plus rien. Il y a une drôle d'atmosphère à Verdun, il faut le dire comme ça. La tranchée des baïonnettes, c'était aussi un sacré truc à voir, parce que, pour la petite histoire, ce sont des soldats qui ont été enterrés vivants à cause d'un tir d'artillerie. C'est-à-dire qu'ils avaient leur fusil, baïonnette au canon, prêt à monter à l'assaut, et ils ont été enterrés vivants, il n'y avait plus que les baïonnettes qui dépassaient. On peut voir encore le canon des fusils dépassés à côté d'une croix où il y a écrit « Soldat français inconnu ». Ça fait froid dans le dos parce qu'il faut se dire que juste à côté de vous, il y a un soldat français qui attend encore de monter à l'assaut. Une des choses que je voulais voir le plus là en bas, c'était le fort de Douaumont. Et alors là, c'est incroyable, parce qu'il est immense, et surtout on voit comment le territoire est vallonné, on voit la violence des combats, et surtout le nombre de tirs d'artillerie qu'il y a eu. Le fort de Douaumont est immense, on voit les tourelles d'artillerie, comme la tourelle de 155. Mais en fait, je crois qu'on ne peut pas se rendre compte de la violence des combats, et surtout l'ambiance qu'il pouvait y avoir à Verdun. Parce que de nos jours, comme dit, c'est tout calme. C'est très vert, c'est très beau.
Mais il y a 100 ans, je pense que c'était beaucoup moins beau d'y être. Même à l'intérieur du fort, il y a une drôle d'ambiance. En dernier lieu, je suis allé au fort de Vaux. Et comme au fort de Douaumont, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que la façade du fort, on dirait de la roche nature, et on dirait que le fort est creusé dans la roche pour rester camouflé. En fait, non. C'est juste qu'il a tellement été labouré par les obus qu'il n'y a plus vraiment de forme, une forme de fort. En fait, c'est juste les dégâts de guerre. Je suis pas allé à l'intérieur du fort de Vaux, mais j'aurais bien voulu parce que quand on prend l'histoire de sa bataille et de son siège, j'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait l'intérieur du fort de Vaux pendant un siège aussi horrible. Raynal, alors commandant du fort de Vaux, a envoyé par pigeon voyageur un message qui à lui seul montre l'horreur et les conditions dramatiques des soldats français. Voici son message. Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager. Faites-nous donner de suite communication optique par Souvi qui ne répond pas à nos appels. C'est mon dernier pigeon. 2 jours après, le 7 juin 1916, le fort de Vaux tombait. Selon Raynal, ce n'est pas les Allemands qui ont fait tomber le fort, mais bien la soif. Dans l'ouvrage Paroles de Poilu, il y a une lettre qui vient de Georges Gallois. Je ne sais pas si cette lettre a été écrite depuis Verdun, mais je pense qu'elle résume bien toute l'horreur de la Première Guerre mondiale et de la bataille de Verdun. La voici. 25 août 1916. De tout cela, quand je réfléchis, je constate que le patriotisme du début, emballé, national, a fait place dans le monde militaire à un patriotisme d'intérêt. Pauvre officier de troupe, fais-toi crever la paillasse. Sois tranquille, ces messieurs de l'état-major auront des citations. Cela, je m'en foutrais si avec cette façon d'agir, les événements de la guerre ne se prolongeaient pas. Maintenant, on envisage la campagne d'hiver, l'usure allemande ne pouvant survenir qu'après cette époque. Qu'importe au monde militaire que la guerre dure un peu plus ou un peu moins. Ces bestiaux ont des abris solides, sont à l'arrière dans des pays. Et le pauvre poilu, le pauvre officier de troupe, comme ils disent. Eux, ils sont là pour se faire casser la gueule, vivre dans des trous infects, avoir toutes les responsabilités. Ah, jamais je ne le répéterai assez. Nos poilus sont des braves. Ils peuvent tous être des héros s'ils sont conduits par des officiers qui font leur devoir. Des officiers qui connaissent leur vie, qui ne se cachent pas quand les obus tombent et qui osent au contraire montrer qu'ils peuvent en imposer à l'ennemi. Et pour cela, il faudrait qu'à quelques services qu'ils appartiennent, les officiers délaissent les criminelles questions d'avancement de l'heure actuelle, ne voient que leur devoir à remplir et que consciencieusement ils le remplissent. Hélas. Il y a même une phrase, un cri de guerre qui a marqué la bataille de Verdun, et qui a même été utilisé plus tard pour la ligne Maginot. C'était « Ils ne passeront pas ». Si, ils sont passés en 40. Ouais. C'est la fin de la vidéo sur le tutoriel de peinture du soldat français et plus largement sur la bataille de Verdun. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré parler du soldat français, de la bataille de Verdun et même donner mon ressenti sur ce que j'ai vu parce que c'est quand même pas un endroit anodin quand on voit ce qui s'est passé 100 ans avant. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à réagir et à la partager, ça ferait plaisir. Je vous remercie encore de l'avoir regardé et on se revoit très vite.